Ce titre à sensation pourrait parfaitement décrire comment ma vie a basculé en seulement 3 mois. Mais la vérité est encore plus incroyable. Moi, Chloé Girard, 28 ans, diplômée en pharmacie avec une vie absolument ordinaire à Lyon, je n'aurais jamais imaginé qu'un simple geste de gentillesse changerait complètement mon destin. Il se trouve que cet après-midi-là, un mardi, lorsque j'ai décidé d'aider une dame âgée qui avait trébuché sur le trottoir devant mon immeuble, je n'avais aucune idée que Madame Dubois était bien plus qu'une adorable vieille dame passionnée de mélodrames. « Ma chère, vous m'avez sauvée d'une vilaine chute, » dit-elle en s'agrippant à mon bras pendant que je l'aidais à se relever. Ses yeux bleus, étonnamment vifs pour ses 80 ans, brillaient de gratitude. « Puis-je vous offrir un café pour vous remercier ?» J'ai regardé ma montre. Il n'était que 16h30, et ma garde à la pharmacie ne commençait que le lendemain. Pourquoi pas? J'adorerais Madame Dubois, mais mon appartement est dans un désordre terrible. Je viens d'emménager. Oh, alors venez chez moi. C'est juste ici, dans cet immeuble. Elle désigna le bâtiment voisin, l'un des plus luxueux de Lyon, surplombant le parc de la Tête d'Or. Appartement 1201. Je suis restée bouche bée. Cet immeuble était connu pour ses résidents fortunés, avec des appartements qui coûtaient plus que ce que je gagnerais en 10 ans de travail. Madame Dubois remarqua ma surprise et gloussa. « Ne vous inquiétez pas, ma jeune amie. Juste une vieille dame solitaire qui cherche un peu de compagnie. » Et c'est ainsi que tout a commencé. Ce qui ne devait être qu'un simple café s'est transformé en visite hebdomadaire. J'ai vite découvert que Madame Dubois, qui insista pour que je l'appelle Béatrice, était veuve, sans enfant, et avait une passion inébranlable pour les feuilletons dramatiques. Tous les mardis, religieusement, je montais dans son luxueux appartement et nous regardions ensemble l'épisode de Plus belle la vie, qu'elle suivait depuis des années. « Chloé, vous me rappelez tellement moi-même quand j'étais jeune », commenta-t-elle un après-midi, alors que l'héroïne du feuilleton pleurait un amour non partagé. Têtue, indépendante et complètement aveugle à ce qui se trouve juste devant elle. Je ris sans vraiment comprendre le commentaire. « Tante Béatrice, êtes-vous en train d'insinuer que je suis distraite? » « Je l'affirme, ma chère. » Elle sourit énigmatiquement. Mais la vie a une curieuse façon de nous ouvrir les yeux exactement quand nous en avons besoin. Ce fut lors de ma 6e visite que tante Béatrice annonça quelque chose qui allait tout changer. Mon neveu rentre enfin au pays après des années passées aux États-Unis. J'organise un dîner ce samedi pour l'accueillir. « C'est merveilleux, tante Béatrice. Vous devez être impatiente. »« Et vous viendrez, bien sûr, » déclara-t-elle, non pas comme une invitation, mais comme une certitude. « Moi? Mais c'est un événement familial, je ne veux pas m'immiscer. » Absurdité. Vous êtes déjà comme de la famille pour moi. Et puis, ses yeux brillèrent de malice. Il va rester un bon moment pour gérer les affaires familiales ici à Lyon. Il a besoin de rencontrer des gens. Je ne savais pas encore que l'entreprise familiale était les Laboratoires Dubois, l'un des plus grands groupes pharmaceutiques du pays, et que le neveu en question était Raphaël Dubois, l'héritier milliardaire qui, selon les magazines économiques, avait révolutionné le marché pharmaceutique américain au cours des 5 dernières années. Et c'est ainsi, avec un mélange de réticence et de curiosité, que j'ai accepté l'invitation, sans imaginer que 3 jours plus tard, je me retrouverais face à l'homme le plus exaspérant, arrogant, fascinant et irrésistiblement charmant que j'ai jamais rencontré. Le pire dans tout ça, au moment où nos regards se sont croisés lors de cet élégant dîner, quelque chose d'étrange s'est produit. Comme si, d'une manière inexplicable, je le connaissais déjà, comme si nos destins s'étaient entrelacés bien avant cette nuit. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Raphaël Dubois et moi nous étions effectivement déjà rencontrés, et que ces retrouvailles, méticuleusement orchestrées par tante Béatrice, n'étaient que le début d'une histoire qu'aucun épisode de Plus belle la vie ne pourrait jamais surpasser. L'appartement de tante Béatrice, normalement une oasis de tranquillité, était transformé. Des fleurs blanches et bleues décoraient chaque recoin. Une équipe de service se déplaçait discrètement, et l'arôme d'un banquet digne des rois emplissait l'air. J'avais passé l'après-midi à me préparer, essayant de paraître présentable sans avoir l'air de faire trop d'efforts. Quand la sonnette retentit, annonçant l'arrivée du fameux neveu, je sentis un frisson inexplicable me parcourir. La porte s'ouvrit et il était là. Raphaël Dubois en personne. Grand, les épaules larges, un costume impeccablement coupé, des cheveux châtain foncé légèrement ondulés et des yeux verts qui semblaient analyser chaque détail autour de lui. Il était encore plus beau que sur les photos des magazines. Tante Béatrice. Sa voix était profonde,
avec un léger accent qui trahissait ses années passées outre-Atlantique. Il serra sa tante dans ses bras avec une affection sincère, lui tendant un paquet élégant. « Raphaël, mon chéri, quel bonheur de t'avoir de retour. » Tante Béatrice semblait rajeunie de joie. Puis, avec cette lueur malicieuse dans les yeux, elle se tourna vers moi. « Voici Chloé Girard, ma jeune amie dont je t'ai tant parlé. » Raphaël se tourna dans ma direction et, pendant un instant fugace, une expression de reconnaissance traversa son visage. Elle se transforma rapidement en un masque de politesse distante alors qu'il me tendait la main. « Mademoiselle Girard, enchantée. Le plaisir est pour moi. » Lorsque nos mains se touchèrent, je sentis un courant électrique me parcourir l'échine. Soudain, comme un flash, un souvenir m'est venu. Une journée ensoleillée, une foule animée, le son de haut-parleurs annonçant les gagnants d'une promotion. « Nous nous sommes déjà rencontrés ?» demandai-je, incapable de retenir ma curiosité. Son sourire poli n'atteignit pas ses yeux. « Je ne crois pas. Je m'en souviendrai. » Il y avait quelque chose dans son ton qui me dérangea profondément, comme s'il niait délibérément une chose qu'il savait être vraie. Le dîner se déroula dans une atmosphère étrange. Tante Béatrice alimentait la conversation, racontant des histoires de Raphaël enfant, tandis qu'il répondait poliment mais gardait une distance calculée avec moi. « Et vous, Chloé, que faites-vous dans la vie ?» demanda-t-il finalement, lorsque le silence entre nous devint trop gênant. « Je suis pharmacienne. Je travaille à la pharmacie de la Croix-Rousse. » Pour la première fois, son intérêt parut authentique. « Diplômé d'où ?»« De l'université Claude Bernard Lyon 1, avec une spécialisation en pharmacologie clinique. Fmeischenenbei. Intéressant. » Il prit une gorgée de vin. « Et pourquoi avoir choisi la pharmacie ?»« À cause de ma mère, » répondis-je sans réfléchir. « Elle est décédée quand j'étais adolescente, un cancer. Les médicaments ont aidé à soulager sa souffrance dans les derniers instants. J'ai voulu faire la même chose pour d'autres personnes. » Le silence qui suivit fut différent. Un instant, le masque de Raphaël tomba et j'entrevis une véritable empathie dans ses yeux. « Je suis désolée pour votre perte, » dit-il doucement. Tante Béatrice, qui observait notre interaction comme on regarde un match de tennis particulièrement intéressant, sourit avec approbation. Raphaël a perdu ses parents dans un accident quand il avait 20 ans. C'est pour cela qu'il s'est tant investi dans l'entreprise familiale. Une façon d'honorer leur héritage. Je le regardais avec un regard neuf. Le reste de la soirée se déroula plus facilement. Raphaël se révéla être un excellent conteur, décrivant ses aventures en Suisse et aux États-Unis avec un humour sec qui me fit rire plusieurs fois. Lorsque tante Béatrice s'absenta brièvement, nous nous retrouvâmes seuls pour la première fois. « Je dois avouer, dit-il à voix basse, que ma tante parle énormément de vous. Elle dit que vous l'avez sauvée. Elle exagère. Je l'ai juste empêchée de tomber. Un petit geste pour vous, peut-être, mais pour une femme de 80 ans, cela aurait pu signifier une fracture de la hanche, des mois de convalescence. » Ses yeux verts m'étudièrent intensément. Merci de prendre soin d'elle quand je ne pouvais pas être là. Quelque chose dans la sincérité de ses paroles me désarma. C'est une personne merveilleuse. Nos après-midi feuilletons sont le point culminant de ma semaine. Il sourit. Un vrai sourire cette fois. Accro au mélodrame français comme ma tante. Totalement, avouai-je en riant, même si je préfère prétendre que je regarde ça ironiquement. Quand tante Béatrice revint, apportant une splendide tarte aux fruits rouges, quelque chose avait changé entre Raphaël et moi. La tension initiale avait fait place à une sorte de trêve prudente. Ce fut au moment de nous dire au revoir que tante Béatrice lâcha sa bombe. Oh, j'allais oublier. Raphaël, Chloé a aussi gagné un ticket pour cette promotion ridicule que tu avais parrainée avant de partir aux États-Unis. Le vol en montgolfière. Vous pourriez y aller ensemble ce week-end. Le temps sera parfait, selon la météo. Mon sang se glaça. Le vol en montgolfière. La promotion. Soudain, tout prit sens. Il y a 5 ans, j'avais gagné un tour en montgolfière lors d'une promotion d'une pharmacie locale qui, je le réalisais maintenant, appartenait au groupe Dubois. Je n'avais jamais utilisé le prix, faute de compagnie et, honnêtement, par peur du vide. Le visage de Raphaël se tendit. « Tante, j'ai des engagements. »« Oi sotises. J'ai vérifié ton agenda. Dimanche est complètement libre. » Je regardais Raphaël, comprenant enfin la raison de son comportement distant. Il m'avait reconnu dès le premier instant. « Vous étiez là, » dis-je, ma voix à peine un murmure. « Le jour du tirage au sort, c'est vous qui avez annoncé les gagnants. » Un instant, je crus qu'il allait nier à nouveau. Mais ses épaules s'affaissèrent en signe de défaite. « Oui, j'étais là, et vous étiez différente à l'époque.
Avant que je ne puisse lui demander ce qu'il voulait dire, tante Béatrice frappa joyeusement dans ses mains. C'est décidé, alors. Dimanche 9h. Raphaël passera te prendre, Chloé. En redescendant dans mon modeste appartement, mon esprit bouillonnait de questions. Que s'était-il passé ce jour-là pour que Raphaël me reconnaisse, mais agisse comme si nous ne nous étions jamais vus? Et que voulait-il dire par « vous étiez différente » ? Je ne savais pas encore que la réponse à ces questions allait complètement changer ma perception, non seulement de Raphaël Dubois, mais aussi de moi-même. Dimanche arriva avec un ciel d'un bleu absurde. J'avais passé le samedi matin entre crise de panique et tentative frustrée d'inventer des excuses. Le problème, c'est que sous l'anxiété, il y avait une curiosité insupportable. À 8h55 dimanche, la sonnette retentit. Raphaël Montero était à ma porte, vêtu d'un jean sombre et d'une chemise bleu clair, manches retroussées. Il tenait 2 cafés à emporter. « J'ai imaginé que vous auriez besoin de caféine, » dit-il. « Surtout si vous avez passé la nuit comme moi, à faire des recherches sur les statistiques de sécurité des montgolfières. » Je ris, sentant une partie de la tension se dissiper. Apparemment, c'est plus sûr que de conduire. Pourtant, j'ai apporté mon testament à jour, juste au cas où. Très drôle. Votre tante, dis-je alors que nous marchions vers l'ascenseur, elle est toujours aussi manipulatrice, intrusive, stratège en sous-main, compléta-t-il. J'allais dire déterminée. Mais oui, quand Béatrice Dubois a quelque chose en tête. Écoutez, dit-il, à propos de ce vol, si vous préférez ne pas y aller, et décevoir votre tante? Pas question. Elle a probablement des jumelles pointées sur nous à cet instant précis. Raphaël leva instinctivement les yeux. Vous avez absolument raison. Le trajet jusqu'au site de décollage dans la campagne près de Lyon fut étonnamment agréable. Raphaël était un excellent interlocuteur. Puis, finalement, il aborda le sujet. À propos de ce jour, la promotion. Je me redressai. Oui, vous avez dit que j'étais différente. Il pianota sur le volant. Vous ne vous en souvenez vraiment pas? Je me souviens avoir gagné le vol. Je me souviens vaguement d'un cadre qui remettait les certificats. C'était vous. Mais à part ça, c'était il y a 5 ans. Raphaël me jeta un regard de côté. Avez-vous eu un accident ces 5 dernières années? Un coup sur la tête, peut-être? Quoi? Non, pourquoi? Parce que la Chloé Girard que j'ai rencontrée il y a 5 ans n'a pas seulement reçu un certificat de mes mains. Elle a fait un discours enflammé sur scène, critiquant publiquement les laboratoires Dubois pour nos politiques de prix, remettant en question notre éthique et m'accusant pratiquement de profiter de la souffrance des gens. Ma mâchoire tomba. J'ai fait « Quoi ?» C'était assez mémorable, continua-t-il avec un sourire ironique. Vous avez utilisé le micro de la promotion pour lancer une mini-manifestation. Vous avez qualifié notre campagne de stratégie de diversion pour couvrir des pratiques prédatrices. La sécurité a essayé de vous faire descendre de scène, mais je les en ai empêchés. Je vous ai laissé finir. J'ai pensé que vous méritiez d'être entendu. Mon esprit était en panique totale. Je n'avais absolument aucun souvenir de cela. Impossible. Murmurai-je. Je ne suis pas le genre de personne qui défend ses convictions publiquement, qui affronte un milliardaire devant des centaines de personnes. Son ton était un défi, mais il y avait aussi une sorte de respect réticent. C'est pour ça que votre visage m'a semblé familier au dîner, mais vous étiez si domestiqué, poli, comme si vous étiez une autre personne. Je ne comprends pas. Ma voix tremblait. Je ne me souviens vraiment de rien de tout ça. Raphaël parut sincèrement inquiet. Chloé, ça va? Vous êtes pâle. Je n'allais pas bien. Des fragments de souvenirs commençaient à surgir. Des visages choqués dans la foule, le poids d'un micro dans ma main, une sensation de fureur juste brûlant dans ma poitrine. « Arrêtez la voiture », demandai-je nauséeuse. Il se gara immédiatement sur le bas-côté. Je sortis en titubant. Il me suivit. « Je suis désolée, dit-il. Je n'aurais pas dû vous jeter ça comme ça. Ce n'est pas votre faute. C'est juste que, ces dernières années, j'ai eu ces lacunes. Mon médecin a dit que c'était le stress, peut-être un léger trouble dissociatif dû au traumatisme de la perte de ma mère. Mais je n'aurais jamais pensé avoir oublié quelque chose d'aussi énorme. Raphaël m'étudia longuement avant de dire doucement « Le médicament qui aurait pu sauver votre mère était en phase finale de test au laboratoire Dubois à l'époque. Mais nous avons mis trop de temps à le lancer sur le marché français. C'est ce que vous m'avez dit sur cette scène. » Le monde tourna. C'était vrai. Un médicament expérimental qui aurait pu donner quelques mois, peut-être des années, à ma mère. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» murmurai-je. « Je ne sais pas, » répondit Raphaël, « mais je promets que nous allons le découvrir. » Il me tendit la main.
Voulez-vous toujours faire ce tour en montgolfière? Ou préférez-vous rentrer? Je regardais sa main tendue. Soudain, je sentis une détermination grandir, un écho de cette Chloé intrépide. On y va, décidai-je en acceptant sa main. Et vous allez me raconter exactement ce qui s'est passé après ce jour-là. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'en flottant à des centaines de mètres au-dessus de Lyon, je découvrirai que Raphaël Dubois avait passé les 5 dernières années à essayer de corriger l'erreur dont je l'avais accusé. Il y a quelque chose de surréaliste à discuter des mystères, de son propre passé oublié en flottant dans un panier en osier à 300 mètres du sol. Après que vous ayez terminé votre discours, continua Raphaël, il y a eu un silence étrange. Tout le monde s'attendait à ce que je réagisse avec colère. Au lieu de cela, je vous ai demandé votre contact hier. Et je l'ai donné? Pas exactement. Vous m'avez tendu une carte de visite froissée avec votre email et vous m'avez dit, textuellement, « Je ne réponds que si c'est pour discuter de vraies solutions, pas d'excuses d'entreprise vide. » Raphaël sourit au souvenir. « Vous étiez féroce. Et vous m'avez contacté? » Le jour même. Je vous ai demandé de préparer un rapport détaillant les médicaments que vous jugiez prioritaires pour un accès élargi en France, en particulier pour les traitements oncologiques. Il marqua une pause. Vous m'avez envoyé un document de 47 pages, avec des références bibliographiques, des statistiques d'efficacité et des estimations de coûts de production qui étaient effroyablement proches de nos chiffres internes. Mon Dieu, murmurai-je, on dirait que j'étais brillante, obsédée, les deux, je dirais. Il se rapprocha un peu. Ce rapport est devenu la base de mon projet aux États-Unis. J'ai passé les 5 dernières années à développer une toute nouvelle division des laboratoires Dubois, axée sur les médicaments accessibles et les programmes de subvention pour les patients à faible revenu. L'impact de ces mots me frappa. Vous voulez dire que ma manifestation improbable a réellement fonctionné? Plus que ça. Elle a changé la direction de l'entreprise. Elle a changé ma vie. Ses yeux verts se fixèrent dans les miens. C'est pourquoi j'ai été si choquée de vous retrouver en tant qu'amie de feuilleton de ma tante. La femme que j'ai rencontrée était une activiste prête à renverser des empires. Peut-être que je peux être les deux? Dis-je, piquée au vif. Juste, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous ne vous en souvenez pas. Et plus étrange encore, pourquoi vous n'avez jamais répondu à mes emails après ce premier rapport? Un déclic se fit. Attendez, quel email? Ah, je vous en ai envoyé plusieurs. D'abord pour vous remercier, puis pour partager les mises à jour sur les changements que nous mettions en œuvre. Quand je n'ai pas eu de réponse, j'ai supposé que vous étiez passé à autre chose. Une théorie commença à se former. Raphaël, quand avez-vous envoyé ces emails? Quel mois, quelle année? Ça a commencé en octobre. 2019, pourquoi? Je fermais les yeux. En novembre 2019, j'ai eu un effondrement nerveux, l'anniversaire de la mort de ma mère. J'ai été hospitalisée pendant 2 semaines. Quand je suis rentrée, mon vieil ordinateur était mort. J'ai perdu tous mes emails. Peu de temps après, j'ai commencé à avoir ces épisodes d'amnésie dissociative. Mon psychiatre a dit que c'était une façon pour mon cerveau de se protéger. Ah, des souvenirs douloureux, compléta-t-il. Donc vous avez simplement oublié non seulement mes emails, mais toute la confrontation. Vos recherches, votre activisme. Apparemment, répondis-je, la voix tremblante. J'ai quelque chose à vous montrer quand nous serons de retour au sol, dit Raphaël. J'ai gardé des copies de tout. Pourquoi? Pourquoi garderiez-vous les emails d'une manifestante aléatoire? Raphaël détourna le regard vers l'horizon. Parce que vous aviez raison. Et parce que... Il hésita. Oh, parce que ces 47 minutes où vous avez parlé sur scène en pointant le doigt vers ma poitrine et en me traitant de capitaliste prédateur ont été les minutes les plus honnêtes que quelqu'un ait eues avec moi depuis la mort de mes parents. Ma main trouva la sienne sur le bord du panier. Je suis désolée d'avoir oublié. Ne le soyez pas, dit-il, ses doigts se mêlant aux miens. Peut-être qu'on peut recommencer. Sans colère, sans culpabilité, juste apprendre à se connaître tel que nous sommes maintenant. Ce fut à cet instant, digne d'un cliché de Plus belle la vie, que la montgolfière commença à perdre rapidement de l'altitude. Le pilote, qui s'était tenu discrètement à l'écart, entra soudain en action. Problème avec le brûleur. Accrochez-vous. On va devoir faire un atterrissage d'urgence. Raphaël réagit instantanément, me tirant au centre du panier et m'enveloppant de ses bras.
Baissez-vous! Tête basse! Le monde devint flou. L'impact fut violent. Le panier heurta le sol, rebondit, fut traîné sur plusieurs mètres et s'immobilisa finalement, couché sur le côté. Nous étions là, un enchevêtrement de membres et de respiration haletante. « Ça va ?» demanda Raphaël, son visage à quelques centimètres du mien. Et là, comme un éclair, tout est revenu. Pas seulement le jour de la promotion, mais chaque email que je n'avais jamais lu, chaque recherche obsessionnelle. La Chloé qui s'était endormie en moi s'est réveillée d'un coup. « Raphaël », murmurai-je, le reconnaissant vraiment pour la première fois. Je me souviens. Le pilote apparut au-dessus de nous, soulagé. « Tout le monde est indemne? Vous avez eu de la chance. » J'ai appelé l'équipe de secours, mais je l'entendais à peine. Une avalanche de souvenirs comblait les lacunes de 5 ans. « Le médicament », dis-je, les mots sortant rapidement. « Le DBL 350. C'est ce que vous avez développé aux États-Unis en vous basant sur mon rapport, n'est-ce pas? Le médicament qui aurait pu sauver ma mère. » Il me regarda stupéfait. « Comment? » « L'impact, » expliquai-je en essayant de m'asseoir. C'est comme s'il avait déverrouillé quelque chose. Je me souviens de tout. Il m'aida à me lever. Je me souviens, après avoir envoyé ce rapport, j'ai commencé à recevoir des menaces. Des emails anonymes, des appels étranges. Quelqu'un ne voulait pas que ces informations soient divulguées. Le visage de Raphaël se durcit. Des menaces? Pourquoi ne m'avez-vous jamais? J'allais le faire. Je rassemblais des preuves quand j'ai eu mon effondrement. Mon Dieu, Raphaël! Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si le traumatisme n'était pas seulement dû à l'anniversaire de la mort de ma mère? Et si quelqu'un avait voulu me faire taire? Des heures plus tard, après avoir été libéré de l'hôpital local avec seulement quelques éraflures, Raphaël insista pour m'emmener dans son appartement temporaire à Lyon, affirmant qu'il n'était pas sûr pour moi de rester seul après avoir retrouvé des souvenirs potentiellement dangereux. « Je ne suis pas paranoïaque, » dit-il en entrant un code de sécurité. « Si vous avez vraiment été menacé à cause de ce rapport, nous devons découvrir qui était derrière tout ça. » Il me servit un whisky. « Alors, commença-t-il, vous m'avez confronté publiquement. Vous avez envoyé un rapport détaillé. Vous avez commencé à recevoir des menaces. Et puis, opportunément, vous avez eu un effondrement nerveux et tout oublié. Quand vous le présentez comme ça, ajoutai-je, ça ressemble à une conspiration. La question est, qui bénéficierait de garder ces médicaments hors du marché français, ou du moins à des prix exorbitants? Des concurrents? Quelqu'un au sein même des laboratoires du bois? Raphaël prit une expression sombre. Il y a eu une résistance interne au changement que j'ai proposé après votre rapport. L'ancien PDG, Olivier Sampey, était particulièrement opposé à l'idée de réduire les marges bénéficiaires pour accroître l'accessibilité. Et où est-il maintenant? Retraite anticipée pour raison de santé. C'est l'histoire officielle. La vérité, c'est que le conseil d'administration l'a évincé quand j'ai présenté des preuves qu'il sabotait délibérément le développement du DBL 350. Mon cœur s'accéléra. Le médicament qui aurait pu aider ma mère. Exactement. Raphaël posa son verre. « Chloé, j'ai besoin de vous montrer quelque chose. » Il se leva et prit un disque dur externe sur son bureau. Il le brancha à son ordinateur portable. Après votre disparition virtuelle, je me suis inquiétée. J'ai engagé un détective privé pour vous retrouver. Vous avez fait quoi? Pas pour vous espionner, s'empressa-t-il de clarifier. Juste pour confirmer que vous alliez bien. Il vous a localisé, travaillant à la pharmacie de la Croix-Rousse, menant une vie apparemment normale. Il a rapporté que vous sembliez différente, plus calme. Ah, domestiquée? Répétai-je ces mots de la montgolfière. Différente, insista-t-il, comme si une partie de vous avait été effacée. Il ouvrit un dossier, révélant des dizaines de fichiers. Tout était là, nos échanges d'emails, votre rapport original, les protocoles de développement du DBL 350, et, il hésita, ce que l'enquêteur a trouvé sur Olivier Sampey. Les heures suivantes furent comme une plongée dans un thriller. Nous avons découvert que Sampey entretenait des liens secrets avec un concurrent, Biocorp France, qui avait un médicament similaire au DBL 350, mais beaucoup moins efficace et beaucoup plus cher. Garder le médicament de Dubois hors du marché français profitait directement à Biocorp. Mais comment avez-vous découvert l'existence du DBL 350 à l'origine? Demanda Raphaël. Je fermais les yeux, cherchant dans mes souvenirs. Ma directrice de thèse à l'université, la professeure Hélène Martin. Elle avait mentionné un article scientifique. Raphaël devint immobile. Hélène Martin?
Oui, pourquoi? Il pâlit. Elle était consultante pour Biocorp France avant de rejoindre l'université, et elle maintenait des contacts fréquents avec Olivier Sampey. La réalisation me frappa comme un coup de poing. Ma propre directrice de thèse. Elle m'a utilisée pour savoir ce que vous développiez. Et quand vous vous êtes retourné publiquement contre Dubois, vous êtes devenu un problème pour eux, compléta Raphaël, la voix tendue. Votre rapport détaillé montrait que vous en saviez trop. Je me levai, marchant vers la fenêtre. Comment ont-ils pu? Combien de personnes? Ça des milliers, répondit doucement Raphaël, me rejoignant. C'est pourquoi j'ai passé 5 ans à m'assurer que le DBL 350 ne soit pas seulement développé, mais aussi disponible à des prix accessibles, globalement. Je me tournai vers lui. Vous avez vraiment tout changé à cause de ma manifestation improbable. J'ai tout changé à cause de la vérité que vous avez eu le courage de me jeter au visage. Le moment s'étira. Et maintenant, demandai-je, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, dit Raphaël avec une détermination nouvelle, nous confrontons Sampey et son réseau. J'ai assez de preuves pour une enquête formelle, mais il prit mes mains. Ça peut être dangereux, Chloé. S'ils ont essayé de vous faire taire une fois, je m'en fiche, l'interrompis-je. J'ai déjà perdu 5 ans de ma vie à cause d'eux. Je ne vais pas me cacher maintenant que je connais la vérité. Un lent sourire se forma sur les lèvres de Raphaël. La voilà, la Chloé féroce qui a envahi ma scène. Elle n'est jamais vraiment partie, répondis-je, juste endormie. À cet instant, comme si l'univers avait un sens de l'ironie parfait, le téléphone de Raphaël sonna. Le nom sur l'écran nous fit figer tous les deux. Tante Béatrice. Il décrocha, mettant le haut-parleur. Tante Béatrice, tout va bien? Tout est merveilleux, mon chéri. La voix enjouée de la vieille dame résonna. Je voulais juste savoir comment s'était passé le vol en montgolfière. Vous vous êtes bien amusés? Raphaël et moi échangeâmes un regard. C'était révélateur, répondit prudemment Raphaël. Nous avons eu un petit accident, mais nous allons bien. Un accident? Mon Dieu, vous êtes blessé? Juste quelques éraflures, l'assurai-je. Oh, Dieu merci, soupira-t-elle soulagée. Eh bien, vous devez venir dîner demain. Je veux tous les détails. Après avoir raccroché, je réalisai quelque chose. Raphaël, votre tante savait exactement où trouver mon bon pour le vol. Elle a mentionné la promotion spécifique. Elle a insisté pour nous présenter. Vous pensez qu'elle savait? Raphaël semblait partagé entre le choc et l'admiration. Ma tante a toujours été plus perspicace que tout le monde, et elle a des relations partout. Il réfléchit. Elle est membre du conseil d'administration de Dubois. Elle était présente lorsque j'ai présenté le projet inspiré de votre rapport. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est elle qui a la première émis des doutes sur Olivier Sampey. Ma mâchoire tomba. Votre tante de 80 ans qui regarde plus belle la vie est en fait une sorte de génie manipulateur des affaires? Un sourire se forma sur le visage de Raphaël. Disons simplement qu'elle n'est pas seulement la douce vieille dame qui partage son amour des mélodrames. Béatrice Dubois a bâti la moitié de l'empire pharmaceutique pendant que tout le monde sous-estimait la vieille fille, sœur de mon grand-père. Je me suis effondrée sur le canapé. Donc pendant tout ce temps, lors de nos après-midi feuilletons, elle était probablement en train de m'évaluer, d'essayer de comprendre ce qui était arrivé à la pharmacienne féroce qui avait inspiré son neveu préféré. J'ai été complètement manipulée par une femme de 80 ans. Rige, nous sommes 2, dit Raphaël en riant aussi, avant de devenir plus sérieux. Mais la question demeure. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je regardais l'écran de l'ordinateur, affichant toujours les preuves. D'abord, dis-je fermement, nous exposons la vérité. Non seulement sur la conspiration, mais sur la façon dont le DBL 350 peut aider des milliers de gens. Nous transformons cela en quelque chose de plus grand que nous. Raphaël hocha la tête, les yeux brillants. Et ensuite, répondis-je avec un sourire, nous allons dîner chez votre tante manipulatrice. Et nous lui demandons depuis combien de temps exactement elle prévoyait de nous réunir. Il rit, puis, sans prévenir, se pencha et m'embrassa. C'était un baiser doux, presque prudent. Ça aussi, c'était dans les plans de tante Béatrice? Demandai-je à bout de souffle. Probablement, admit-il. Mais celui-ci, c'était entièrement de ma propre initiative. 6 mois plus tard. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas entrer? Tante Béatrice sourit de cette façon énigmatique que je reconnaissais maintenant trop bien. Nous étions à l'entrée du nouveau centre de recherche en oncologie du bois, un imposant bâtiment de verre au cœur de Lyon.
Ma chère, c'est votre heure de gloire, dit-elle. Et puis, les caméras me rendent nerveuse. Je levai les yeux au ciel, n'en croyant pas une seconde. Nerveuse? La femme qui a orchestré la chute d'un PDG corrompu avec quelques appels téléphoniques et son réseau d'amis du bridge? Exagération, Chloé. Raphaël raconte trop d'histoires. Des histoires vraies, rétorquai-je avec affection. Vous allez être en retard, m'avertit-elle. Et ce journaliste mignon de France 3 Lions est déjà en position. Essayez-vous de me pousser vers un autre homme, tante Béatrice? Votre propre neveu serait dévasté. Raphaël survivra, dit-elle avec un clin d'œil. Maintenant, allez-y. Transformez ce scandale en quelque chose de positif comme vous l'aviez prévu. J'inspirai profondément et entrai. Les derniers mois avaient été des montagnes russes. Sampex et plusieurs cadres de Biocor France faisaient face à des poursuites pénales. Ma directrice de thèse avait plaidé coupable. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de scandale. Il s'agissait de recommencement. Dans l'auditorium bondé, j'aperçus Raphaël sur scène. Nos regards se croisèrent et il sourit. Mon téléphone vibra. Un message de Raphaël. Ta future tante est encore en train de comploter. Je viens de découvrir qu'elle a accidentellement inclus ton nom sur la plaque de dédicace du centre, Dr Chloé Girard-Dubois. Subtil, non? Je ris en rangeant le téléphone. Typique de Béatrice. Quand je suis montée sur scène, les caméras braquées sur moi, j'ai eu un bref instant de déjà-vu. Comme ce jour, 5 ans plus tôt, où j'avais pris le micro. Mais cette fois, au lieu de la colère, c'était l'espoir qui m'animait. Il y a 5 ans, ma voix était claire. J'étais consumée par la colère après avoir perdu ma mère à cause d'un cancer. À cause de médicaments qui existaient, mais n'étaient pas disponibles. Aujourd'hui, je suis ici pour annoncer que cela n'arrivera plus jamais à une autre famille dans notre pays. Au premier rang, Raphaël me regardait avec fierté. Au fond de l'auditorium, je distinguais la silhouette élégante de tante Béatrice qui avait apparemment changé d'avis concernant les caméras. Le centre de recherche du bois, continuai-je, n'est pas seulement un bâtiment, c'est une promesse. La promesse que la santé ne sera plus un privilège, mais un droit. À la fin de la cérémonie, Raphaël me trouva près de la fenêtre. « Alors, dit-il en entrelaçant ses doigts dans les miens, que pensez-vous de Chloé Girard-Dubois » Je haussai un sourcil. « Votre tante est très présomptueuse. Elle a surtout souvent raison, » répondit-il. « Elle a prédit notre histoire avant même que nous ayons commencé à la vivre. »« Eh bien, » répondis-je en me penchant vers lui, « il vaut peut-être mieux ne pas la décevoir. » Raphaël sourit. « Nous ne décevrons jamais tante Béatrice. Je pense que nous avons tous les deux appris la leçon. » Et alors que nous nous embrassions, avec la ville de Lyon s'étendant autour de nous, je ne pus m'empêcher de penser que certaines histoires sont vraiment dignes d'un feuilleton. Surtout celles orchestrées par des dames âgées et rusées qui savent exactement ce qu'elles font.